J'ai grandi dans le sud de la Floride. C'est-à-dire, je te vois autant française qu'américaine. Il a décidé, pourquoi pas retourner en France. Voilà, on va ramener les gosses et on y va. On m'a mis au collège sans parler un mot de français. Ça, c'était pas accessible à moi parce que j'avais pas les diplômes. On n'allait pas me donner une chance même d'apprendre. Depuis que j'ai commencé à avoir des muscles du haut du corps, moi, je marche comme ça. Moi, je me sens dans la salle comme ça. Elle me souhaitait bonne chance et vas-y ma fille, surtout va faire de l'oseille. Et elle était fière de toi. Ouais. Non, franchement, tout le monde était fier. Et c'était dur aussi, à un moment donné, d'accepter ça aussi. Que quelqu'un investit autant. Oh, Chloé, j'ai dit que j'allais jamais pleurer dans ce podcast là. Bienvenue Chloé, est-ce que tu pourrais te présenter dans la manière dont tu le souhaites? Oui, bien sûr. Je m'appelle Chloé Sarré, j'ai 38 ans. Ça va faire 6 ans que je suis revenue aux États-Unis. J'ai vécu 20 ans en France. Je suis franco-américaine. Je suis maman de 2 enfants qui ont 10 ans et 8 ans. Et voilà. Et tu es coach sportif Je suis coach sportif. et tu viens d'ouvrir ta nouvelle salle de sport. Oui, depuis 1 an. Ok, donc tu es franco-américaine, tu grandis où? Donc j'ai grandi dans le sud de la Floride. Donc je suis née dans une petite ville qui s'appelle Margate. J'ai vécu à peu près 13 ans donc dans le sud de la Floride. Je suis la 4e de 6 frères et sœurs. Mon père est basque et ma mère elle est américaine. Eux, ils se sont rencontrés en Californie, où mon père il est parti à 18 ans du Pays basque. Ok. Et lui aussi, il a tout quitté. Il est bien déraciné. On va l'inviter bientôt. Il était bien Dans le déraciné. podcast, hein. Et pourquoi ton père décide de quitter le Pays basque pour la Californie? C'est intéressant parce que c'est un peu les mêmes raisons que moi. Ok. C'est pour l'opportunité. D'ailleurs, il a vraiment quitté toute sa famille. Il n'avait pas de famille proche du tout. Il est allé tout seul. Il est parti à Santa Monica. Il a commencé à travailler dans les restos français. Et c'est là où il a économisé de l'argent pour entrer à UCLA pour après avoir un diplôme dans le business. Ok. C'est là où il a rencontré ma mère. D'accord, donc il est parti sans avoir de boulot à la base, il est parti à l'aventure et s'est construit. Tu me dis que tu as 5 frères et sœurs, donc vous êtes 6 enfants, donc vous êtes 6 en tout. Ok, donc tu grandis là-bas jusqu'à tes 13 ans. Jusqu'à mes 13 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour tes parents décident de vous emmener tous en France? Donc, les 2 aînés, donc ma grande sœur et le grand frère, sont pas venus en France avec nous. Donc c'était moi et mes 2 frères et ma petite sœur qui avait 4 ans et demi à l'époque. Ok. Mon père, entre-temps, depuis des années, était devenu pasteur et aussi missionnaire. Ok. Donc, à ce moment-là, c'était 2001. Il avait décidé d'aller plus en Afrique. Et donc, il voulait être plus proche de l'Afrique, donc il a décidé, pourquoi pas retourner en France. Voilà, on va ramener les gosses et on y va. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire en fait en Afrique? Aller prêcher, tu veux dire? Ouais, il comptait aller prêcher dans les pays francophones français. Et en même temps, il cherchait une ville. Il a choisi La Rochelle dans le but, en pensant, parce qu'il avait une historique protestant, de aussi commencer une petite église, communauté à La Rochelle aussi. C'est un peu comme dans la série. I know. C'est quoi? C'est quoi, toute mon enfance, ça. On me l'a dit. C'est quoi la série? Quand je racontais qui j'étais, toi, on me disait, genre, oh, you're like Seven, I'm like, ouais, just kind of a little crazier. Attends, moi, j'ai cru que vous avez trouvé une référence spéciale. 7 à la maison, en fait. Ouais. En plus, t'es aussi belle que Jessica Biel.
Exactement. Elle a un peu ton style, tu Ouais, vois? ouais. OK, du coup, donc est-ce que tu grandis dans une famille, assez enfin, je veux dire, assez religieuse? Du coup, ça fait vraiment partie de Oui, votre vie? oui, j'ai grandi, religieuse, ouais. OK, donc là, vous êtes à La Rochelle, vous restez Mmh. combien de temps? Alors La Rochelle, j'ai vécu et encore on ne vivait pas à La Rochelle même. Vous étiez dans C'était la déjà pas une banlieue de La grande ville. Rochelle. C'est une banlieue de La Rochelle. Donc comment te dire? Moi, pour dire un peu q le mood, Mmh. j'avais 13 ans, je quittais le sud de la Floride où j'étais au collège, donc dans 6e et 5e, j'étais cheerleader dans mon Ouh! collège. J'allais être capitaine, et ma mère l'annonce: «Nous déménageons en France!» et moi, je ne parlais pas français. Donc c'est ton père qui est français, mais il ne parlait pas français avec vous? Non. OK. Donc, enfin, quoique, mes parents, ils ont essayé, sauf que ils ont d'ailleurs essayé avec moi. Tu étais le Ce test qui de est la marrant famille. ce qui est marrant parce que j'étais la dernière de parler français parmi les 4 qui sont partis là-bas. OK. Donc, bon, ça, c'est une autre histoire, mais Quand tu parles à 6e, 5e, c'est, pre-teenage quoi, enfin c'est c'est juste compli avant l'adolescence, voilà, c'est un âge voilà, un peu c'est un âge compliqué pour tout le monde. mais là tu quittes tes amis et on t'envoie dans un pays où tu payes pas la langue. Je parle pas la langue et je pense toujours que peut-être si on serait allé à Paris ou dans Mmh. une plus grande ville, peut-être ça serait passé un peu différemment. Mmh. Mais le fait qu'on était arrivé dans une petite ville, dis-toi que ce collège, on était, les seuls étrangers. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis blanche. Donc on était les seuls qui, avaient pas le français comme, 1re langue Mmh. ou langue maternelle. Et ils vous ont accepté ou tu as trouvé que c'était tu t'en souviens que c'était Et c'était très difficile. Mon petit frère et moi, on a pris nos sacs à dos et on est allés, au collège et franchement, c'était dur. Moi, j'ai des mémoires, je me rappelle le jour où je suis rentrée au collège, je passais le portail et les gens me regardaient, me fixaient comme ça. Mmh. Mais ils me fixaient pour une raison, je pleurais déjà pour être plus tard et je tournais, je me rappelle, j'ai tourné vers une fille, j'ai dit: «Qu'est-ce que tu regardes?» en anglais. J'étais enragée pendant des Ouais. années et mon frère pareil, il le bulli enfin voilà, c'était à l'époque de 2001, voilà, Mmh. on venait avoir des attentats, on faisait des bruits de tours qui tombaient, on nous appelait hamburgers, enfin bon. Ouais, donc Nous, tu sais, c'était la première fois que nous, on a vraiment vécu en dehors des États-Unis, donc in retrospect, mmh. heu, c'est bien d'avoir le regard aussi sur les États-Unis, en dehors des États-Unis. Mmh. Aussi, même si bon, le regard des Français ça peut être compliqué. Mmh. Parfois, il peut y avoir des a priori sur les Américains, sur la vie Oui, ici et même nous, tu vois, en tant bien sûr. qu'immigrés, je le vois dans les publications que je poste depuis peu sur le podcast. Tu as plein de Mmh gens mh. qui ont la haine, en fait, Mmh mh. des gens qui vivent, à l'étranger. Mmh. Alors qu'il Oui. y en a même, ils ont jamais mis les pieds ici. Mais ils vont te sortir des trucs, tu sais d'où Oui ça et vient. je me sens confiant maintenant et j'ai pas de honte de dire, de critiquer autant les États-Unis que la France parce Mmh. que je peux dire que voilà, j'ai vécu les 2, et Il y a du bon et du moins bon, je et du pense, de bon chaque et il y côté. a du moins bon et voilà. Et Enfin, justement, je trouvais que c'était intéressant de t'avoir parce que, alors oui, aujourd'hui, je vois plein de petits franco-américains de la mmh nouvelle génération, oui, mais de comme les ton miens. âge, j'en connais pas beaucoup Mmh. et le peu que je connaisse, ils tendent plus d'un côté que de l'autre. Ça veut Mmh dire, mh. ils sont soit, Mmh mh. bah, très français et un peu enfin, et américains aussi, mais je veux dire, ils sont Mmh. plus français Mmh. et d'autres que je connais, par exemple, je sais pas, qui ont été au lycée français il y a très longtemps ici à New Mmh. York, qui sont, bah, oui, qui parlent un peu français, mais qui sont très américains et je Ouais. trouve que toi, tu the perfect balance, tu vois? Mmh. Entre les 2. C'est-à-dire, je te vois autant française qu'américaine. Ouais. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça. Moi, je me trouve, heu, je pense que depuis que j'ai vécu, maintenant, je me sens ni l'un ni l'autre. Mmh. Je suis genre c'est un peu genre nomade Ouais. et en même temps, je me sens que j'ai le choix, en fait. Je peux autant sentir américain quand je le veux, Mmh. autant le sentir le français quand je veux. Je pense que c'est une chance Mmh, que c'est une chance même. je peux un peu faufiler, entre les 2. Mmh. C'est marrant parce que c'est un truc que je disais la dernière fois à mon mari par rapport à Rita.
donc qui est arrivée ici quand elle avait 6 mois. Donc voilà, mes Ouais, enfants, ouais. ils sont Oui, franco-américains tous, oui, quoi. Enfin, même si Rita, elle est née techniquement en France, donc elle est pas vraiment américaine, alors que sa oui. sœur, elle est née ici, donc je veux dire, elle a un passeport américain. Mmh. Et je remarque que quand elle s'adresse à ses petites copines américaines, donc à Mmh l'école, mh. quand elle parle anglais, Mmh. elle a une attitude et une manière de parler qui Mmh n'a mh. absolument rien à voir avec sa manière de parler français à des Français. Tu vois ce Mmh. côté un peu américain où, tu mets beaucoup d'énergie, tu es très, Mmh. tu vois, tu Oui, enrobes les choses. bien «Hi, how sûr. are you? I miss you», tu Hein, vois? hein. Et bah, quand elle parle en français, elle change pas juste de langage, Mmh. elle change D'attitude. aussi d'attitude et enfin de culture, quoi. Mmh. Et ça, c'est fou, tu vois, Ouais. de le remarquer. Mais ça, c'est vrai en plus, hein. Ouais, C'est je pense on va peut-être en arriver là, mais heu, je suis aussi quelqu'un de très dynamique. Je suis née ici, j'ai grandi, donc les années un peu formatrices, étaient un peu comme Rita, où on est très expressif, moi, j'étais, la petite fille, ma mère me disait: «Mais on te verrait vachement sur une chaîne Disney. C'est Mmh. pour toi ça». On sait maintenant pourquoi, mais ça serait autre chose. On va revenir, sur le TDAH, on va Ouais, refaire un épisode sur le TDAH. mais J'ai l'impression que tous les gens autour de moi, je sais pas si, alors je dis pas que je suis ouais. TDAH, Ouais, je ouais. n'ai aucune idée, Mmh. mais j'ai plein de gens qui me disent qu'ils pensent que je suis TDAH et j'ai Mmh. l'impression qu'ils sont tous autour de moi, en fait, Mmh mh. que je les attire, en fait. Non, mais c'est vrai, je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui sont TDAH autour de moi. Pour parler de ma scolarité, elle était un peu chaotique. Mmh. Donc pour plusieurs raisons. Déjà, j'étais, un enfant non diagnostiqué avec Mmh. le TDAH, maintenant je le sais. Hem, mais j'ai vécu le déménagement extrêmement difficile, plus que mes frères et sœurs. Moi, la 1re année, je parlais pas. Donc on m'a mis au collège sans parler un mot de français, donc en 3e. Je pense que tu te rappelles de ton 3e, c'est une année Ouais, difficile, très même difficile. s même au niveau de la scolarité, c'est Mmh. une année difficile. Mmh. Ma mère, elle était tout le temps appelée au collège: «Mais comment ça se fait? Chloé, elle ne parle pas, elle ne fait pas d'efforts, elle veut pas faire, elle refuse de parler français». Meanwhile, ils ne savent pas qu'ils se moquaient de moi, donc moi j'ai eu un blocage total. J'ai refusé de parler. Entre-temps, je me suis fait une amie, sauf que je lui parlais qu'en anglais. Donc déjà, ton amie comprenait bien l'anglais? Ah non, elle était bilingue, à la fin de Ah! l'été. Ouais, Grâce ouais. à toi? Ouais, ouais. Parce que Bien ç sinon, elle allait pas être ma pote parce OK. qu'on pouvait pas communiquer. Bah, c'est cool pour elle, Voilà. elle est devenue bilingue Donc rapidement. elle a fait tous les efforts et moi j'en ai fait 0. Ouais. Et mais elle a pris l'anglais, et puis elle, bah, voilà, à partir du moment où j'avais elle, bah, on était comme ça et ça allait un peu mieux. Tu te sentais moins seule? Je sentais moins seule, au niveau de la scolarité, c'était toujours compliqué et le plan, c'était, bah, «Chloé, on va attendre que tu as 16 ans et quand tu as 16 ans, bah, ma mère, elle allait m'enlever, me mettre en remote, OK. avec une lycée américaine». Donc en ligne avec, un programme en ligne avec un lycée américain. C'est ça. On arrive, le dernier jour du collège et il y a la directrice qui, nous sort, au même portail dans laquelle on est rentrés, elle nous sort, elle me détestait, hein, d'ailleurs. J'ai eu des embrouilles, enfin voilà, j'ai ramené, la rage, Dans heu, l'école. aux filles, voilà. Les pauvres, elles ont pris. Tu faisais quoi? Des bagarres? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, franchement, je me battais, c'était pas génial. Je suis pas fière de ça, mais juste pour, I'm setting the tone, Ouais, c'est pour que bien, tu comme vois le ça on voit un mood. peu le Tu vois, personnage. c'était compliqué pour moi. J'avais beaucoup de rage en moi parce que j'étais frustrée d'être là, et non seulement je voyais ma scolarité, c'était le début de vraiment ce sentiment, même si je le sentais quand même bien en Floride, mais ce sentiment de sentir vraiment mal comprise. Mmh. J'étais mal comprise, j'avais l'impression on me voyait pas, on comprenait pas et je pouvais pas le communiquer, pour plein de raisons, il y avait une partie que je cachais, je voulais pas qu'on me voie à quel point je galérais
Et retourner à ce moment où je sors le portail, la directrice a dit à ma mère, ouais, bah franchement, genre bonne chance hein, avec Chloé, hein, parce que ça va être compliqué pour vous. Hein. Et bah, tout va bien, madame la directrice, tout va très bien pour Chloé aujourd'hui. Ouais. Si Elle vous la s'appelle tombez sur YouTube. Madame Moreau. Madame Moreau. Madame Moreau, sachez que tout va bien pour Chloé aujourd'hui. Elle s'en est sortie plus que bien. I guess so. Mais ouais, elle a dit, ouais, bah, putain. Elle disait même, genre, ouais, je pense que tu veux regarder plus des formations dans je sais plus. Elle suggérait des choses de malintention, mais d'un angle péjoratif déjà, parce que moi, je trouve que, à la limite, si elle était sérieuse et qu'elle voyait quelque chose, ah bah Chloé, un potentiel là-dedans, bah peut-être ça aurait été bien pour moi. Mais c'était péjoratif et puis aussi, quand tu as 16 ans, c'est encore quelque chose, tu vas l'internaliser. Tu vois, donc tu le prends pour toi. Ah ok, tu vois, elle aussi, elle voit que moi, je suis pas capable, que je suis nulle, que je suis... En fait, mon futur n'est pas... j'ai pas d'avenir. J'ai pas d'avenir. Bien sûr, ma mère, elle a fait ouais. Heureusement, ma mère, elle avait quand même été une prof depuis plus de 20 ans ici, avec un regard beaucoup plus sur la psychologie des enfants. Et elle a pu essayer de me dire, OK, on va essayer de te... On m'a retenu aussi hein, une année. Donc, je rattrapais une année de lycée pour que je puisse... avoir le niveau. Graduate à temps. Donc, je graduate en 2 ans, je rattrape la 2e année avec cette école américaine. Et maintenant, bah, je retrouve au même niveau. Qu'est-ce que je veux faire? Pour moi, je me disais toujours, à 18 ans, je me casse d'ici. Je voulais plus rien avoir avec la France. Mais bon, la réalité me tombe dessus encore. Qu'est-ce que je vais foutre à 18 ans aux États... Enfin, je vais aller où? Je vais retourner au sud de la Floride? Il n'y avait pas de moyen, en fait, pour que je retourne. Donc, il me semble que j'ai fait une année... c'est quoi l'année, ils appellent sabbatique? C'est ça qu'ils appellent? Sabbatique, oui, genre tu fais rien. Ouais, mais putain, on a donné ça sur la balle, c'est surtout que je voulais rien faire, surtout. Et je savais pas quoi faire. Et ma mère non plus. Entre-temps, j'avais rencontré un groupe d'amis. Moi, j'étais très dans la danse, j'adorais le hip-hop, la culture hip-hop depuis toujours, américaine bien sûr. Et qui était un peu plus niche. Bon, niche, voilà, c'était pas non plus autant mainstream que ce n'est aujourd'hui. Et ces gens-là, bah, je voyais, ah bah putain, eux, ils connaissent les mêmes chansons que moi j'écoute, que voilà, quand je retourne en Floride, je ramène les CD, qu'ils sont pas sortis en France, mais que ça sort plus tard, ou ils connaissent, et puis voilà, ils trouvent ça cool comme moi, et bah voilà, et je les ai un peu, voilà, c'était mes potes, et j'ai commencé à, tu vois, aller à des trucs d'hip-hop, des events, machin, ça c'était un peu mon moment où je me dis, ah, ça va, la France, ça va. Il y a des gens cool finalement. Voilà, il y a quelques gens cool. Même j'ai rencontré j'ai même des amis de longue date hein, à cette époque-là. Ma mère, elle a dit, bon, il faut qu'on trouve quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Et comme tout le monde en France ils savent pas quoi faire, eh ben, tu vas faire fac de langue. Ce que je veux dire, tu vas à la fac? Allez, tu vas à la fac de langue surtout. Voilà, ouais, tu parles anglais, vas-y, fais fac de langue. Je fais, ouais, vas-y, je sais pas ce que je veux faire. Peut-être, si j'y vais pour aller apprendre pas le français, mais l'espagnol, le portugais, ça m'intéresse un peu. Peut-être, je peux faire du tourisme, etc. Bon, cette idée-là, elle est morte très vite. Déjà, je suis allée une année et je détestais. Maintenant, beaucoup s'explique. Je comprends pourquoi maintenant. J'essaie de me donner un peu de grâce, mais bon, ça prendra du temps. J'étais vite saoulée, aucun intérêt. Je trouvais ça nul. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis, pour moi, je voulais
quitter La Rochelle, je voulais aller à Paris. C'était Paris. You wanted to go to Paris. I wanted to go to Paris. Je voulais très franchement aussi quitter la maison de mes parents. Je voulais ma liberté. Il était temps. Donc, j'ai trouvé une autre école à Paris. Et c'était la Sorbonne 3. Et j'ai dit, OK, sinon, je vais faire LLCE, je vais faire anglais. Comme ça, je peux faire prof d'anglais. Allez, ça peut pas être si difficile, Chloé! Prof d'anglais! Donc, cette année-là, je prends mes claques, littéralement. J'avais pas d'argent. Malheureusement, mes parents ne pouvaient pas me soutenir financièrement. J'avais une bourse de 400 balles. 450, pour ceux qui savent. Moi aussi, j'ai eu la bourse de 450. 450 balles. Mon loyer à Choisy-le-Roi, 430 balles. D'accord? Donc, il fallait trouver un moyen de aussi faire un peu d'argent, un boulot à côté pour vivre. Donc, à cette époque-là, j'allais beaucoup en boîte. C'était un peu une scène à ce moment-là. Le Gibus, à ce moment-là, donc entre genre 2007 et 2010, hip-hop. C'était hip-hop. C'était un era qui, moi, je pense, après, voilà, qui va plus jamais reproduire. C'était c'était un moment, il fallait être là. D'ailleurs, au début, je prenais le TGV. Je grugeais le TGV pour aller au Gibus, au début. Tu partais de La Rochelle Je partais de La Rochelle, je prenais... Et je restais chez ma copine. J'avais 2 copines d'ailleurs, c'est toujours mes meilleures copines de Paris. On s'est rencontrés sur MySpace. Non, mais on est vraiment dans le millennial. T'es au bon endroit pour ça. On s'est rencontrés sur MySpace. Tu mettais quoi sur ton MySpace à l'époque? Déjà, j'avais quelques petits dolls, right? Et j'avais du son. J'avais des photos des pompes que je customisais. Tu customisais des sneakers? Des sneakers? Ah non, mais j'étais à fond dans les sneakers. Et puis je dansais à l'époque vachement. J'adorais ça. Tu faisais de la danse? Pas en cours, hein, mais je dansais. De toute façon, moi, je suis la reine de ça. Je fais des trucs sans formation. And somehow I thrive. This is ADHD, une nouvelle passion. Yeah. Une nouvelle passion par jour. Time for a rebrand. Ok, donc là, du coup, tu arrives à Paris, tu fais la Sorbonne. Je fais la Sorbonne. Tu danses au Gibus. Je danse au Gibus. Je fais un peu de bartending pour faire un peu d'argent. Mais cette époque, elle est dure. Je me fais harceler sexuellement, attaquer, première année que je suis là. Tu veux dire dans le bar où tu travaillais? Non, dans la rue, vers chez moi, après quand je sortais du train. Et bien sûr, je le dis à personne. Enfin, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes ou c'est des gens un peu... C'était quelqu'un de random. Ah, mais c'était toujours le même? C'était, cette fois-ci, c'était une fois, et c'était, dans cette première année, c'était une fois. Après, Paris, j'en ai vécu pas mal, d'agressions. Bah oui, il y en a, ça m'étonne pas. De toute façon, c'est pas... Enfin, moi, je me souviens, sortir tard le soir à Paris ou marcher dans des ruelles, enfin, j'évitais de le faire, ou du moins pas seule, mais bon, il y a toujours des moments où tu vas aller récupérer ta voiture toute seule. Personnellement, ça fait peur, je trouve. Ouais. Non, moi, j'ai vécu pas mal de choses quand même à Paris. Mais à cette époque-là, donc on est fin 2008, l'iPhone vient de sortir, la Sorbonne fait grève de 6 mois, ma première année. Alors, comment te dire? Tu es contente? Ça, c'était la dernière, comment dire en anglais? It was the last straw for me. Okay. Like, there was no more education happening for me, right? I was done. So, mais par contre, il était hors de question que je rentre à La Rochelle, que je rentre chez mes parents. Donc, j'ai commencé à travailler. Et je commence à travailler des petits boulots. J'ai tout fait, mais je décroche enfin un CDI en tant que vendeuse. Je crois que c'était
je crois que c'était Bershka, le premier. Ça se passe Je fais bien. OK, ça j'aime bien. Tu sais, c'est quand même un métier assez social et je découvre, bon, la vente. Bon, même si bon, je reconnais la vente faisait partie un peu de ma vie toujours. J'ai toujours été quelqu'un, même à La Rochelle, j'apprenais à tresser. Je faisais des tresses plaquées aux Allemands sur la plage. Viens chez moi derrière, je te fais des tresses avec les perles et tout, comme il faut au Babtou, au Jamaïque. Je faisais la même chose. J'allais dire comme il faut au Jamaïque. Voilà. Pardon, j'ai touché le micro. Bah, ça t'a servi, non? Ça Ouais, te sert aujourd'hui, je non? faisais 20 balles la tête. Ma mère me disait: «Mais il se passe quoi là?» Je suis «Non, Mais qui t'inquiète». même t'a appris à tresser? Personne. Ma pauvre petite sœur, je m'entraînais sur elle. Je crois que je l'ai traumatisée. Donc du coup, c'est toi qui tresses tes enfants? Parce qu'aujourd'hui, Je Chloé, tresse mes enfants. elle a 2 petites filles, donc qui sont, franco-américaines du côté de la maman et franco-sénégalaises du côté du papa, donc 2 petites, métisses. Donc du coup, est-ce que c'est toi qui leur fais leurs tresses? C'est moi qui fais leurs tresses. Je crois que je fais mal dans le sens où je tire trop. Ça, c'est les mots de Ouma. Mais bon, j'ai essayé de Ouma, c'est la m'adoucir. petite danseuse. Voilà. Et La petite Nori, c'est, danseuse. le sosie de Zendaya. C'est vrai. Donc tu bosses à Paris dans la Je vente? pense à Paris, je commence à bon, Bershka, ça dure pas longtemps et je commence à choisir, de différentes, marques, jusqu'à ce que j'arrive à une marque à l'époque où ma sœur, elle travaillait dans le design chez eux. C'est une marque, plutôt haut de gamme et j'ai eu une chance de pouvoir rentrer sur leur corner à Printemps. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. La directrice, elle était tarée. Bon, voilà. Mais c'était un mal pour un bien parce que 3-4 mois plus tard, j'ai eu mon CDI chez Diesel. J'ai travaillé 5 ans chez Diesel. Mon expérience professionnelle le plus formateur et longue, en dehors de ça, en dehors d'être coach ici, que j'ai eu. Tu étais, chez Diesel à Étienne-Marcel? J'étais à Oh, bah, Étienne-Marcel, attends, si ça j'étais se au trouve, on s'est flagship. déjà croisés, hein. Non, mais Tu ça te souviens serait de cette époque-là, de cette période où, tout le monde c'était allait quelle année? chez, je me souviens plus, mais tu sais, à cette époque, Diesel, c'était, tout le monde voulait un jean Diesel, tout le monde allait chez Ripley et chez Of Diesel à course, en face, Étienne-Marcel. bah, bien sûr. Ouais. Diesel, c'était formateur. Pourquoi? Parce que j'ai eu un manager là-bas qui, et bien sûr, ça, c'est tout je vois plus tard. Je le voyais pas, je le voyais, je pense, un peu pendant que j'étais là, mais je vois maintenant, c'était quelqu'un qui a pu me canaliser. Donc c'était quelqu'un, il a vu Chloé, elle a de la potentiel, sauf que elle a besoin d'être guidée. Et le fait qu'il a vu ça, il a commencé à me guider, bah, les choses sont allées assez vite pour moi, surtout vite pour les gens dans ces circonstances-là, ce qu'on voit normalement dans une hiérarchie de boîtes, de marques en vente, etc. Je commence à la fin de la première année, on me donne la position de première vendeuse. Bon, jusque-là, bon, c'est très bien. Ensuite, il y avait à l'époque les acheteuses donc du siège qui venaient. Et ça m'intrigue ça. Tu fais quoi toi? Et moi je posais question, tu fais quoi? Mais elle était super, l'acheteuse à l'époque. Elle me disait: «Ah, je voulais savoir ton avis sur quelques trucs, genre, tu penses quoi si on prend ça?» Et je trouvais ça intéressant. Je fais: «Ah, ouais franchement, est-ce que je peux voir vraiment ce qu'il y a?» Parce que je pense que si j'avais plus de choix, je pourrais vendre, plus, tu vois? Et c'était devenu une relation où c'était arrivé où je lui dis: «Écoute, tu m'achètes ce jean-là chez l'homme». Elle me disait: «Non mais t'es sûre? C'est pas trop». «Tu m'achètes ce jean à l'homme, tant de quantité, je te vends tout». Elle me dit: «OK». Et je vendais tout. Et je me rappelle, un jour, je vais au siège,
pour une raison ou une autre, et je la croise et je commence à lui dire: «Mais moi, je peux faire ça. Pourquoi pas moi?» Je commence à dire: «Tu as quoi comme diplôme?» Elle fait: Je fais: «Ah, j'ai fait ça, cette école». Bon, des écoles, je connais même pas les écoles. Je fais: «Ah OK, bon». Mais bon, j'ai vite compris que voilà, moi, ça, c'était pas accessible à moi parce que j'avais pas les diplômes. On n'allait pas me donner une chance même d'apprendre. Ensuite, j'ai commencé à être intéressée par le merchandising, qui englobe plein de choses. Là, c'était bon, le visual merchandising. Mais moi, j'étais aussi... la disposition des choses dans le magasin, les vitrines, tout ça? Les vitrines, j'adorais les vitrines, mais j'aimais beaucoup aussi le merchandising commercial aussi. Et pourtant, ce côté-là, moi, je le faisais déjà. Mon manager m'a dissuadée. Il m'a dit: «Non, ça, c'est pas pour toi». Il avait peut-être raison un peu, là, sur ce coup-là, donc je lui donnerai ça. Et là, je me retrouve encore. Je suis maintenant première vendeuse, mais je m'ennuie. Moi, je veux plus. Il faut me donner plus parce que là, je commence à être... OK. Ils sont réticents parce que je suis jeune et parce que vu que j'ai commencé en tant que vendeuse dans le même magasin, de me faire augmenter. Donc, j'ai demandé d'être manager. Il me donne le poste enfin de superviseur. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. Il m'a vachement guidée. La boutique, elle avait cartonné à l'époque. Et j'étais encore arrivée à un moment, on va dire là, ça va faire 3 ans. Et là, je suis là, OK. Maintenant, je suis frustrée parce que là, j'ai fait ça. Je suis prête pour la prochaine étape. Je connais les stocks par cœur. T'as l'expérience. Voilà, je connais les clients, je connais même les voleurs. Je suis là, mais je disais au superviseur, je suis mon gars, c'est un voleur, il était là la semaine dernière. Donc, tu peux le sortir, s'il te plaît? Parfois, il venait, il me voyait moins, il repartait. Ça me connaît. Elle me connaît. Je suis là, non, pas aujourd'hui. Au lieu de me faire donner le poste de directrice adjointe, ils ont ramené un mec. Ils l'ont mis à ma place. Et franchement, j'étais méchante. J'étais méchante parce que je faisais son boulot, parce qu'il était nouveau et parce que j'étais plus efficace, parce que je connaissais la boutique. Et voilà, je comprenais pas pourquoi lui, il aurait ça et pas moi. Pourtant, dès qu'il y avait les Italiens, attends, toi tu fais pas la présentation, Chloé elle va le faire. Je dis mais pourquoi lui il le fait pas? Il est italien en plus, il parle italien. Donc moi je faisais et on était arrivé à un moment, j'étais frustrée. Miskin, je lui ai dit ces 4 vérités aussi. Tu l'as Il me dit: maltraité. «Ouais Chloé, tu vois, je comprends pas. Pourquoi tu es comme ça avec moi?» J'étais là comme ça. «Je te respecte pas». Il me fait: «Mais Chloé, mais comment ça se fait?» J'ai dit: «Bah, parce que je fais ton boulot et tu as la position que moi je veux». Et le salaire qui va avec. Et le salaire qui va avec. Et qui d'ailleurs n'était pas... Voilà. En France, on est en train de grappiller pour 25 $ de plus, tu vois. Mais pour moi, à l'époque, c'était ça, tu vois. Donc moi, j'ai rencontré mon mari, donc Alou Senou, j'ai rencontré en fin 2008. Et puis, bah, on s'est plus quittés, en fait. Comment vous êtes rencontrés? Au Gibus. Donc, selon son histoire, Ouais, je vais raconter son il y a histoire. toujours 2 versions. Oh là là. Ouais. Non, j'ai la même avec mon mari. Ouais. À chaque fois que quelqu'un nous pose la question, il dit: «Vous voulez sa version ou vous voulez la vraie version?» il dit. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, j'adore sa version. Sa version, c'est... En fait, tu sais, quand je te disais que je venais parfois à Paris, quand je vivais à La Rochelle, à ces fêtes au Gibus, bah, à l'époque, lui, il faisait de la promotion de soirée. Lui et son frère jumeau. Et bah, apparemment, il m'avait vue une fois à cette soirée-là. Et il m'a dit... et ça, c'est ses mots, hein. Il m'a dit: «Toi, je l'ai vue et ça se voyait, elle venait d'ailleurs. Elle était pas de là. Genre, elle avait autre chose, elle était d'ailleurs». I was like, «You're right, I was. Everywhere and nowhere». Non. Oui, donc
et bon, après, une fois que j'ai emménagé à Paris, on était amis et pas très longtemps. Il m'a dit: «Écoute, je veux pas être ton ami. Soit on est ensemble ou soit, voilà, je fais pas ce truc-là». C'est très différent de l'époque que les gens y vivent maintenant. Ouais, Ouais, on se voit, on date, on mais n'est on pas n'est pas vraiment vraiment ensemble. ouais, voilà. Moi, je préfère ça. Tu es mon ami, tu es pas mon ami. Ouais, Laisse-moi aller vivre ouais, ma vie sinon. c'est ça. Mmh. Donc Alou et moi, on est ensemble depuis, on va dire, fin 2008-2009. J'ai quitté Diesel en 2014, c'était la même année où je me suis mariée et Tu te maries en France? je me suis mariée en France, à Châtellerault-en-Plage, donc là où j'ai vécu, donc OK. Tu fais quoi du coup comme genre de mariage? À la française, à l'américaine, on l'a au fait à la Chloé. sénégalais, à la Chloé? Ouais, on l'a fait à la C'est à la à Chloé, c'était Chloé. au Gibus? Ah ouais, voilà, j'adore. Non, c'était, on l'a fait chez moi, dans le jardin. Heu, c'était, on avait fait aussi, une partie de on s'est mariés aussi à Paris avec la famille d'Alou. Donc ils avaient fait un mariage religieux aussi. Hem et après on a fait, dans le jardin de mes parents. Donc quand vous faites le mariage, religieux, est-ce qu'il y a une grande fête ou est-ce que vous faites plutôt un petit mariage, on va dire, musulman, traditionnel, C'était musulman intimé? traditionnel pour le coup, celui-là, mais après celui de chez mes parents, c'était un peu plus familial. OK. Il était très proche de, sa famille, même aujourd'hui, une de mes meilleures amies, c'est, sa sœur. Alou, il a 8 frères et sœurs aussi. Mmh mh. Ça, c'était sur quelque chose qu'on pouvait relate, Mmh. ces genres de dynamique de famille. Famille nombreuse. Ouais, famille nombreuse. Donc ouais, c'était, nos familles, dans le jardin de mes parents. Ma mère, elle a fait, du poulet frit, fait Mmh. maison. Ma belle-sœur qui, heu, qui qui cuisine, Trop bien, trop divinement bien, bien. nous a fait le gâteau de mariage. Mmh. Ma sœur nous a aidé à décorer. Enfin, c'était vraiment quelque chose de fait, tout le monde a mis ses mains à la pâte. Mmh. Ma robe, je l'ai achetée, chez Zara en solde. Mmh. Les Américains, mais ça, c'est quelque chose qui est marrant, culturellement parce que même si bon, en France, quand même, les gens prennent le mariage assez sérieux, je dis Mmh pas mh. forcément ça. Moi, je suis pas, moi, je suis plutôt simple Mmh. dans ce regard-là, mais Donc qu'est-ce qui est différent, tu dirais, entre les mariages en je France et les mariages américains? quand on parle de, le prix des robes, la bague, il y a une fête avant, il y a une fête pour la mariée, mais il y a 5 mariages avant le mariage. Mmh. Et je me rappelle, c'était des moments où moi je me suis dit: «Mais putain, moi j'ai pas du tout cette culture-là». OK, donc tu te maries, Je me tombe vite enceinte. On s'est ah dit: «Ouais, on va attendre 1 an». et donc tu tombes vite enceinte? Je tombe enceinte, je suis mariée le 6 septembre 2014, je suis enceinte en octobre. Donc est-ce qu'à ce moment-là, quand vous vous mariez, vous avez décidé que vous alliez rester vivre en France ou qu'un jour vous alliez partir? Est-ce qu'il y avait On n'est déjà pas cette conversation-là? on n'en parlait pas forcément, surtout que moi je savais que je faisais une pause. Mmh. Donc moi, je voulais trouver un moyen de sortir de Diesel et je tombe Donc Nori enceinte. naît en France? Nori et Ouma, Ah, les 2 sont nés en les France? 2 sont nés en France. D'accord. Donc moi, je suis à la maison avec, Ouma, Nori. Enfin, Alou, il, parlait à son ami qui, à l'époque, lançait son business de personal training, Mmh d'ailleurs, mh. et qui m'a dit: «Ouais, est-ce que tu veux peut-être voir avec lui, le coach, pour une remise en forme?» Alors moi, j'ai jamais été obligée de faire, et je dis ça avec énormément de privilèges. J'ai jamais été quelqu'un qui, sentait, l'obligation de faire un régime. Mmh. J'ai jamais fait de régime, Mmh. au moins calculé. Je faisais du sport
très casual, hein, à la limite, je courais, par-ci par-là. Rien à voir avec, ce que je fais aujourd'hui. Ah oui. Rien à voir. Voilà, Hem vous voyez pas bien ce qu'elle fait aujourd'hui parce qu'elle est venue camouflée là dans son Toujours sweatshirt. mysterious. Mais croyez-moi, quand vous la voyez Chloé à la sortie de l'école, tu vois que, tu as l'impression que c'est pas un alien, mais tu te dis: «Ah, elle fait des squats elle, hein». Mais Elle je me hit souviens us. au début, je sais pas si tu te souviens, est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est Mais parlé? bien sûr, d'ailleurs, j'y pensais. Tu te souviens ce que tu Ouais, m'as dit ou pas? non, Moi, je me souviens de ce que tu m'as dit. Alors déjà, je te voyais, ouais. tu vois? Je On te était vois à une fête d'anniversaire, non? C'était une fête alors oui, d'anniversaire non, mais ça avant faisait pas ça. longtemps que tu Oui, étais là, exactement. Alors, on s'est en vu à la fête Calgary. d'anniversaire, c'est la fois où on a beaucoup parlé. Ouais. Moi, j'osais pas te parler, tu vois? J'étais nouvelle, tout ça et après Mmh. tu es venue me parler et après je Ouais. commence à parler. Mais avant ça, on s'est vus devant l'école une fois et moi je te remarquais parce que, bah, tu es gaulée comme never, quoi. Non, mais c'est la vérité. En plus, elle arrive comme ça, tu sais, genre, à peine attachée les cheveux, la meuf, elle est trop belle, trop bien gaulée, elle vient récupérer ses 2 petites bombasses et elle part, tu vois? Et je me souviens que tu m'as dit, parce que ça faisait pas longtemps que j'étais là et je récupérais, Rita. Ah. Et quand j'ai récupéré Rita, tu m'as dit: «Ah, c'est toi, la mère de», enfin, je sais pas si tu m'as dit Rita ou pas, mais tu m'as dit: «Ah, c'est toi sa mère». Mais tu vois, Rita, elle a les Ouais, cheveux très ouais, bouclés ouais. et tu m'as dit: Ça fait du bien de voir un peu de diversité dans le quartier ou dans cette école», tu m'as dit. Tu m'as dit: «Ça fait du bien de voir Ah. un peu de Je l'ai dit? diversité». Ouais, Je me rappelle tu m'as dit ça. Tu m'as dit: «Ça fait du bien de voir un petit peu de diversité», tu m'as dit. Mmh. Bah oui, Oui, parce parce que c'est que vrai qu'on habite à New York où c'est très divers, enfin, il y a beaucoup de diversité, tout ça, mais notre quartier l'est mmh, un peu moins. un peu moins et Ouais. puis on le voit aussi dans certaines classes, Mmh. tu vois? Oui. Surtout dans le programme de DLP, Ouais, donc parce qu'on est dans une école qui a un dual language programme, donc qui mmh fait et du français et de l'anglais. et c'est Est-ce génial, que tu hein, crois que ça se voit plus du côté français ou du côté américain? côté français. Du côté français. Mmh. Comment t'expliques que le côté français, donc les immigrés français qui vivent à New York, comment t'expliques qu'il y ait moins de diversité, bah, dans les familles? Bah, je pense que si on regarde le démographique de personnes qui quittent la France, Mmh. heu, c'est les blancs. Qui ont plus de chances et d'opportunités, qui Plus sont de sûrement chance, plus plus privilégiés ouais. pour avoir accès à ce genre, de poste, Mmh. alors peut-être pas en contrat local, mais Mmh. peut-être pour ceux qui sont envoyés par les entreprises. Mmh. C'est pas tout le monde qui a un contrat d'expatrié, c'est pas Mmh. tout le monde, à Mmh. qui on va donner la chance, Bien voilà, sûr, de partir dans telle ou telle boîte oui, et qu'il s'avère que c'est plus souvent des blancs que des gens, ouais, en fait, c'est juste le reflet de ce qui se passe, en ouais. France. Oui, oui. À l'époque, donc je commence un régime pour la première fois. On va dire ce qui est, ça fonctionne, hein. Mmh. De toute façon, aucun régime est une façon de manger à long terme, voilà. Mmh. Je veux dire, Pour ça ceux sert qui ont à besoin rien. d'entendre ça, Ouais, donc je veux dire, ça sert à rien de se restreindre parce que c'est pas quelque chose que tu peux tenir sur la durée. c'est pas quelque chose voilà mais en termes d'exercice, j'étais conseillée en majorité de faire du cardio. Mmh. Donc je faisais du tapis, marchant vite, sur le tapis En pente? en pente et une fois que ça c'était fini, bah, voilà, je me suis retrouvée: «OK, qu'est-ce que je fais maintenant?» Et je commence à m'aventurer un peu plus dans les poids, dans les machines et là, j'aime bien, j'adore, j'aime bien les sensations. Je commence à avoir des résultats un peu plus de musculation. Mmh mh. C'est là où c'est un peu né mon: «Ah, c'est quoi ça? J'aime Mmh. bien» et c'était aussi devenu un moment où moi j'étais donc femme, j'ai pas envie de dire j'étais pas femme au foyer, j'étais mère au foyer, si tu veux. Donc c'était le moment où j'avais du temps seule et c'est super important aussi d'avoir un partenaire ou quelqu'un de ta famille qui est aussi de ton côté. Parce qu'on s'est mis d'accord, ce jour-là, j'y vais, ce jour-là, toi, tu vas. Mmh. Et ça nous a vachement aidés dans dans nos régulations de tout. Maintenant, je le sais avec, les diagnostics que j'ai maintenant. Mmh. Hem, c'était jamais vraiment la motivation, en fait. Avec le recul, c'était une régulation, en fait, que ça me donnait. Mmh. Souvent, on me disait: «Mais putain, Chloé, tu es trop motivée, c'est génial, je comprends pas, tu es trop motivée» et ouais, je sais pas, Ça te faisait du bien? à partir de ce moment-là, je pouvais pas, j'avais pas un autre moyen de vraiment me réguler. Donc ça Mmh. me je retournais pour avoir ce sentiment.
ce qui est génial. On peut dire, bah, c'est super, il y a pire. Un peu à canaliser ton énergie, quoi. Canaliser et me réguler. Parce que si on parle de la TDAH, c'est vraiment un trouble de réguler son système nerveux et ses émotions, ses comportements et le mental. Donc, et à partir de quel moment tu décides, toi, de devenir coach? J'avais déjà commencé les papiers d'immigration pour partir aux États-Unis. J'avais beaucoup parlé à l'époque avec mes frères et sœurs qui vivaient donc à New York déjà et installés depuis des années. Moi, j'étais un peu dans une impasse de alors, Uma, une fois qu'elle va rentrer à l'école, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je veux faire? Et j'ai de la chance parce que c'est un moment qu'on n'a pas, que tout le monde n'a pas, de se poser ces questions-là. Et j'ai réfléchi, qu'est-ce que j'aime faire? Et là, où je suis bon? Et à cette époque-là, moi, j'adore le sport. Je suis à fond dedans, je vis que pour ça. Enfin, j'adore. Je suis it's my hyper focus. Je suis à fond. On avait un plan dans le sens où j'allais venir et on avait un peu de temps de buffer, un peu de vivre, d'être hébergé chez mon frère, qui était à Brooklyn déjà avec sa femme. Mais le plan, c'était, on allait atterrir et travailler, peu importe ce que ça allait être. Moi, ça me faisait pas peur parce que j'étais moi, je connaissais que ça, même si c'était en France. Moi, je bossais, j'ai bossé dur, même si je me rendais compte à chaque fois, j'arrivais à m'en sortir, je tapais un mur. Ah non, Chloé, tu peux pas faire ça, t'as pas le diplôme. Ah, tu fais ça, ah non, tu as pas l'expérience. Ok, tac. Ah, tu fais le boulot, c'est génial, on adore, mais non. Donc, moi, je savais qu'à New York, ma grande sœur me le disait, et je lui faisais confiance parce qu'elle me connaissait. Elle me disait, mais Chloé, t'inquiète pas. Tant que tu travailles, et tant que tu y vas, tout va bien se passer. Donc moi, j'y croyais, mais T'attendais de voir. J'attends quand même. Et je pense que quand on parle de quelque chose de culturel, and I'm sorry, but this is true. Vas-y, lâche-toi. Il y a quelque chose en France, et ça, il y a même Alocinou qui le reconnaît maintenant, même mes frères qui ont le même vécu que moi, un regard et un sentiment un peu d'être pessimiste et d'avoir un regard envers le monde qui est un peu défaiteur. Tu es dans la défaite. Voilà, ça va pas se passer comme ça. Ouais, non, mais c'est un peu négatif. Ouais, je sais pas, un peu, ouais, j'y crois pas. Un peu. Un peu négatif, non, c'est vrai. Un peu négatif. Ouais, surtout quand on compare l'optimisme qu'il y a chez les Américains. Ouais. Voilà. Ouais, bon, là-dessus, on est opposé. Voilà, on est vraiment l'opposé. Je pense que voilà, ça existe en France, l'entre-deux, oui. Bien sûr. On fait des généralités. Je fais une généralité. C'est vrai ce que tu dis. Et c'est quelque chose qu'on a vu, c'était flagrant en arrivant ici. Ah, t'es coach, tac, tu peux me prendre, vas-y. J'ai fait, ok, on y va. Pourtant, elle savait pas que c'était ma première et que j'avais pas d'expérience encore avec quelqu'un en personne. Elle t'a pas dit qu'est-ce que tu as fait avant, c'est quoi tes diplômes? C'est quoi tes diplômes, c'est quoi tes trucs, machin. T'as pas des transformations, des photos avant-après? Ah, ouais. Et moi, chaque opportunité, je l'ai pris à la gorge. Je laissais rien passer. Le vécu commence à me rattraper. Genre, ces rappels de Chloé, t'es pas ces trucs, t'es pas truc, on va pas te comprendre, on te sous-estime, ya, nanana. Tous ces voix commençaient à me monter. Et je savais même pas quoi demander, combien. Combien? Pour te dire que c'était tellement bas que ma cliente m'a dit: «Chloé, je suis désolée, mais je peux pas payer ça».
Parce que tu osais pas J'osais pas. demander, en fait, parce que tu Mais ta estimais que valeur, tu mais méritais pas ça. ton prix est aussi un reflet de ce que tu crois Mmh. de toi. Je suis d'accord. Mais ça, je l'ai appris tard, hein. Parce que tu penses qu'en fait, toutes ces années que tu as passées pendant ta scolarité, où tu as été avec des gens qui t'ont pas forcément encouragé, soutenu, qui t'ont rabaissé, Oui, en fait, ça a eu des séquelles sur toi plus tard. oui. Bah, bien sûr et je pense que c'est un vécu similaire à plein de gens. Je suis Je d'accord pense avec toi. que Donc toi, ton mari, il est artiste. mmh mh. On mettra son Instagram ici si vous voulez aller découvrir son travail. Il fait de très belles peintures avec il a toute une série avec des masques, Mmh. africains. Moi, Ouais. j'adore ton tableau avec l'armure argentée, je trouve que c'est le meilleur. Oui, Tu vois celui-là? oui, celui-là, souvent il est demandé, s'il est disponible Mais c'est toi, et il l'est pas. Of mais course, c'est toi. Parce of que course comme it's ils ont me. tous un masque, mais je vois comment elle est gaulée, la nana, je me dis: «Ça, c'est Chloé». Non, mais c'est vrai, il est vraiment beau Bah, celui-là. je lui ai demandé, hein, ce tableau. Je lui ai dit: «Il me faut une femme forte Elle est qui forte. représente, les femmes d'aujourd'hui qu'on veut retrouver dans le fitness et dans le monde». Mmh. C'est ça qu'on veut. Et lui, il faisait déjà ça à l'époque, j'imagine, quand il était en France? Non, alors Alou travaillait, en tant que graphiste. Mmh. D'ailleurs, il le fait toujours, c'est son 9 to 5, OK. hein, c'est ça qui paie les factures. Il a toujours, dessiné. Moi, je suis extrêmement fière d'Alou parce qu'il est arrivé ici sans parler la langue. Aussi, tu es arrivé dans un marché de travail, un des les plus compétitifs du monde. Mmh. Et ce qu'il Peu faut pas importe oublier ce que de tu fais. dire, c'est que vous arrivez aussi pendant la pandémie. On arrive pendant le covid. Donc Alou il a travaillé la semaine d'après qu'on est arrivé. Il commençait à travailler. Il y a mon frère à l'époque, il vivait ici, il travaillait dans c'est une boîte d'installation et fabrication Mmh. et quand nous, on est arrivés une semaine avant le covid et ils ont transformé leur boîte, préparé les produits pour les hôpitaux et les Mmh. masques d'ailleurs Mmh. et donc mon frère qui était la tête de fabrication à l'époque, ils ont tourné le business donc il y avait plus des ventes, il y avait plus ce qui se passait, ils ont tourné le business là-dedans, assez vite et Alou Senou, il a pris Alou Senou tout de suite, ma Mmh. petite sœur aussi qui était là. Elle a travaillé. Moi, j'ai travaillé un petit peu, pas beaucoup, et après moi je me suis retrouvée encore à la maison avec les filles. Moi, je suis: «C'est ma porte de sortie! Je vais arriver, je vais retrouver le travail». Mais en foyer, c'est dur, hein. C'est Mmh. dur. Moi, j'ai pas de honte de le dire que j'en avais ras le cul d'être à la maison. Mmh. Mes premières clientes, c'est des clients que je trouve donc la voisine, heu, des mamans, à l'école, devant l'école. D'ailleurs, j'en ai encore. C'est les mêmes clientes que j'ai Mmh. depuis, je les ai ramassées devant l'école. Et je suis très reconnaissante. Ils m'ont suivie avec chaque augmentation de prix. J'ai pu créer j'avais une petite, communauté de femmes, que j'entraînais. Donc toi, aujourd'hui, tu entraînes que des femmes? J'entraîne que des femmes. J'ai une exception d'un homme, hem, mais How c'est did you parce que make it? c'est des exceptions. OK. Hem, they're screened to see. It's like, "Are you weird?" "You're not. Okay." Mais moi, je me sens le plus utile d'entraîner les femmes. Heu, j'entraîne les femmes parce que ma philosophie autour du fitness, c'est c'est que la plupart des femmes, on approche le fitness de comment même si c'est pour maigrir ou c'est que autour de maigrir, mais quand on pense à que maigrir, c'est aussi on s'enlève de soi. Qu'est-ce qu'on peut enlever de soi? Et pas s'améliorer. Et je pense que c'est une psychologie qui est importante, même pour les femmes. C'est on peut s'améliorer la santé, heu, en faisant plus de choses. Je préfère une approche, on va manger plus de protéines, on va manger plus de fibres et on va faire plus de musculation et tu vas voir que ta composition de corps, donc de ratio entre ton gras et de la musculation,
va te porter beaucoup plus longtemps. Il va être libéré de ce cycle de salade, diète, cardio, salade, diète, que toutes nos mères et toutes les femmes des générations, la plupart avant nous, ont appris que c'est ça le fitness pour les femmes. C'est ça. C'est qu'est-ce que je fais pour contrôler mon poids? Ta façon de penser, je trouve que ça transparaît sur tes réseaux sociaux. Ouais. Quand tu partages, en fait, non mais tu sais, par rapport, bon, on a un peu tout le cliché des fitness girls qui se promènent à la salle en photo, tu vois, toujours les mêmes positions, tout ça, et tu sens que c'est très, très axé sur le corps, tu vois, sur how you look. Oui, bien sûr, on fait du sport pour aussi se sentir belle et être bien foutue et tout ça. Mais toi, on sent que c'est beaucoup autour de se sentir bien, autour de la santé, même si, voilà, on te voit. Tu pourrais faire du contenu, là, comme elles font les filles. Franchement, t'as tout bien pour. sûr. T'as tout pour faire ce genre de pourrais faire, bien sûr. Cartonne là sur les réseaux, mais toi, je vois que ton approche, elle est plus santé, se sentir mieux, beaucoup de psychologie, tu vois. Ça se ressent en tout cas sur tes réseaux sociaux. Merci, parce que c'est ce que j'essaie de faire. Se sentir bien, voilà, vraiment juste se sentir bien. Même quand on te voit, voilà, parfois tu vas montrer des exercices, mais parfois on va te voir aussi danser à la salle de sport. Je sens que c'est juste se sentir bien. Pour moi, c'est aussi, voilà, c'est cliché, mais c'est aussi un style de vie, hein. Moi, je pense que mon approche, c'est aussi que j'ai eu de la chance de voir comment faire de la musculation, ça a changé des vies des femmes que je connais. Mais vraiment. J'ai des femmes qui ont été typiquement coincées dans des cycles de diète, coincées dans des cycles de cardio, aucun goût au sport, pas envie, intimidées par les poids ou intimidées par l'environnement qu'une salle peut créer. Depuis que j'ai commencé à avoir des muscles du haut du corps, moi je marche comme ça. Moi je me sens dans la salle comme ça. Ouais, donc tu sens que tu as pris. C'est bien, comme ça tout le monde va voir un peu ton galbe. Vas-y, marche un peu là-dedans. Moi, j'entraîne, la plupart de mes clientes, c'est des patronnes, des CEO, des PDG, des femmes de énormes de responsabilités. Voilà, et de statut très importantes, qui ont jamais fait de musculation, qui arrivent souvent, parce que c'est des femmes plus dans les 50 ans, dans l'urgence par leur médecin. Moi, j'ai besoin de faire la musculation. Et on est content que le monde médical commence à en parler plus, surtout pour les femmes, pour pas tomber dans les problèmes des os et le manque de muscles en général. Mais j'ai des femmes, elles sont là, mais maintenant que moi je marche dans ces meetings, c'est déjà des femmes confiantes, hein. C'est déjà, mais il faut le vivre. Une fois que tu as du muscle en haut, un changement de posture. Ta posture de marche, quelqu'un qui marche comme ça, elles ont plus peur de prendre la place. Je prends de la place. Je marche avec la poitrine haute. Je suis comme ça. Mais c'est devenu en faisant de la musculation du haut. That's your sign, you gotta train upper body. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce qu'on sait qu'il y a plein de nanas qui s'entraînent que le bas du corps, qui font que des squats et des fentes. You gotta train your upper body. Et moi, bizarrement, j'ai toujours aimé mes moments un peu plus, je vais à la salle, j'y vais moins, j'y vais pas, j'y vais. Mais moi, j'ai toujours bien aimé m'entraîner le haut du corps plus que le bas du corps. Je me sens plus à l'aise à m'entraîner le haut du corps. J'aime bien. Alors que faire des squats, des fentes, alors je sais pas si j'ai des grandes jambes. T'es grande. Ah là là, mais je trouve que c'est genre faire des fentes là, mais là c'est tellement long pour aller en bas. Mais je te jure, faire des fentes là avec mes grandes jambes, je suis au bout du rouleau quand je les fais. J'aime pas m'entraîner le bas du corps. Vraiment, j'aime pas. Ça faisait longtemps que tu travaillais à ton compte. Ensuite, juste avant de créer ta salle, tu travaillais avec un collectif, voilà, dans une autre salle où ça se passait bien au début. Et suite à ça, tu as décidé de créer, d'ouvrir ta propre salle. Est-ce que c'était un rêve que tu avais déjà depuis longtemps? Et qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu te sois dit: «C'est bon, je peux le faire, je le fais»? En fait, j'étais comme
contrat ou freelance, si tu veux, contrat libre dans cette salle de sport qui était une salle de sport de training privé. Moi, je l'ai pris comme une opportunité, mais une opportunité de aussi avoir plus de clients, me faire plus d'argent. Avoir un peu des collègues aussi? Parce que ça, Avoir des j'imagine, ça doit être collègues et dur de travailler surtout de seul. l'éducation. Moi, je cherchais encore, est-ce que moi, je veux toujours apprendre, même aujourd'hui. Je pense que j'ai été casée et jugée quand je suis arrivée, tant que Chloé, c'est cette personne-là. J'ai pris sur moi pour un peu, bon, ok, Chloé, peut-être t'es un peu trop sensible, peut-être t'es trop, voilà, il faut essayer de faire en sorte que, voilà, que ça fonctionne. Mais je commençais à voir que on me donnait des feedbacks sur des choses, mais pas dans un but constructif. C'était toxique et puis franchement, j'étais pas aimée. On m'aimait pas et on faisait semblant de m'aimer parce que, bah, que tu veuilles ou non, bah, j'avais énormément de business là-bas. Mais pour répondre à ta question, non, j'avais pas forcément une envie d'ouvrir ma propre salle. Bien sûr, je pense que ça traverse l'esprit de beaucoup de trainers. Ah, d'avoir sa propre salle, et cetera. Je suis d'accord. Oui. Moi, j'avais déjà regardé, je me rappelle à l'époque, peut-être quelques endroits à Carroll Gardens. Je me disais, je regardais les loyers, et cetera. Mais je fais le calcul, mais ça n'a aucun sens. Je serais en perte. Parce que les Dès le loyers, début, sont tellement chers. même si j'ai tant de clients de plus, ça ne sert à rien. J'ai fait un peu un nervous breakdown. J'ai eu une crise mentale qui était vraiment dure. Et moi, j'ai commencé à parler avec mes frères. Moi, je viens d'une famille hyper resourceful et qui travaillait dans plein de domaines et des milieux différents. Mais surtout mon petit frère, sur qui je suis très, très proche, il me dit: «Mais Chloé, vas-y, ça coûte combien une salle? C'est quoi les viens, on regarde». Et moi, dans ma tête, c'est: «Ouais, vas-y, on regarde», mais en vrai, ouvrir ma salle, c'était juste une continuité de ce que j'ai déjà fait depuis 5 ans, en fait. Et j'avais l'essentiel. Ça veut dire que j'ai pas fait: «Ah vas-y, oui, je saute le pas», parce que je prends quelque chose d'un peu plus grand. Donc c'est un scale par rapport à ce que je fais. Mais moi, j'avais l'essentiel pour un business déjà que j'avais travaillé. J'avais déjà, j'avais des clients qui me faisaient confiance, genre une base, solide et j'avais des sales. Donc en fait, moi, j'ai juste pris ça et je l'ai mis dans une salle. Qu'est-ce que tu veux dire par «j'avais des sales»? Ça veut dire que je vendais, en fait. OK, tu avais des vendeurs. J'avais l'essentiel. Je me souviens qu'une fois, je t'ai croisée, devant l'école et tu m'as dit parce qu'à chaque fois qu'on se croise, on n'a jamais le temps de discuter. Ouais, On grave. parle comme ça, on parle et tu m'as dit: «Ah, ça va pas du tout au travail, ça se passe pas bien avec, la boss de la salle, nin nin». OK, je te recroise une semaine après, tu m'as dit: «Ça y est, je suis partie, j'ouvre ma salle». Ouais. Mais Donc littéralement, ça s'est un peu passé comme ça. J'ai eu de la chance d'avoir encore une opportunité, avec mon frère qui a pu, investir dans ma salle. Donc moi, et je l'ai vu bricoler, tout mmh ça avec vous, donc on a vu que c'était une histoire de famille. C'était une vraie histoire de famille. J'ai eu ma grande sœur qui m'a aidée aussi avec, ma grande sœur, ma belle-sœur, ma meilleure amie, mes 2 autres l'autre belle-sœur aussi, ma petite vraiment tout le monde, Tu as soutenu. m'a soutenue et ils m'ont aidée à réaliser ça et aussi vite. Franchement, c'était vraiment un événement Garasag. Garasag, c'est mon nom de famille de jeune fille. C'était, c'est là où nous, on est fort. Ce que j'ai dit à mes clientes qui étaient à cette salle-là, j'ai dit: «Écoute, je vais partir, je sais pas ce que je vais faire encore». Parce que rien n'était sûr encore. J'ai dit: «Mais est-ce que tu me suis?» Et là, tout le monde dit: «Bah, bien sûr. Bah, bien sûr, on te suit». Et en fait, là, c'était comme une, confirmation pour moi. Je fais: «Ah, en fait,
en fait, moi, j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Tout ce que j'ai fait depuis est là. Tu es en train de J'ai récolter les fruits de ton Voilà. travail. Mais aussi parce que quand tu étais à l'école, tu disais que les gens, ne croyaient pas en toi, avaient Mmh. pas confiance en toi et là, tu t'es rendu compte que finalement, tu étais entourée par des femmes, en fait, qui croyaient en toi et en ton projet Ouais qui et qui te exactement, faisaient confiance. qui faisaient confiance et voulaient me suivre. Ils voulaient me soutenir et croyaient en moi. Ils voyaient mes capacités, ils voyaient qui j'étais et ça, après, ça, c'est sur un niveau plus personnel que ça me touche plus. J'avais aussi mon frère qui m'a aidé à organiser et voilà, on a fait ça extrêmement vite. Donc on a ouvert pour clientes existantes mi-février et je me rappelle quand mes clientes sont arrivées, même eux, ils y croyaient pas. Ils se sont dit: «Non mais Comment tu as fait ça? c'est quoi ça? Quoi? Mais tu as fait ça?» Non, parce qu'elle est Je stylée dis: en «Bah oui!» plus, elle est stylée Je dis: «Bah ta oui!» salle. On sent qu'il y a une vraie couleur de palette, dont les matériaux, tu sais, un peu Oui, béton, un mais peu, c'est parce voilà, c'est que pas un voilà, truc, tu as ouvert en un mois avec du recyclage, genre, non, c'est une non, belle salle, quoi. non, ouais, on a fait si on fait ça, on le fait bien. Moi, j'avais des idées déjà, les poids de Nike, c'est un peu Mmh. la signature de la salle. Mmh. J'en Moi avais jamais vu avant, je savais même pas que ça existait, des poids Nike. moi, je les avais vus il y a à peu près 6 mois, 1 an avant, avec forcément aucun, lien avec moi j'allais ouvrir une salle ou quoi que ce soit. On a eu les clés le 1er février, c'était prêt le 15. Ouais, donc en fait, tu voulais aller vite pour vite commencer à faire rentrer de l'argent aussi et pas perdre tes clientes parce que si Pas tu les perdre les coachais pas, elles clients. vont peut-être aller ailleurs aussi, au bout d'un Il y avait moment. des factures qui commençaient le 1er mars et donc il a investi, he set me up, il a dit: «Tac, maintenant Chloé, c'est Travaille. à ton tour, vas-y!» I'm like: «OK!» Et ta salle, elle s'appelle, Saré, Strength Lab, Mmh. c'est ça? Qui est en fait le nom de famille de ton Mmh. mari. Mmh. Pourquoi tu as décidé de lui donner, ce nom? On voulait que ça sente assez personnel parce qu'en vrai, le branding autour de ça, c'est moi. C'est moi la marque Saré et vu que c'est mon nom de famille, bah, voilà. Il était ému, ton mari, quand tu lui as dit ou pas? Il était étonné ou pas vraiment que tu l'appelles la salle comme ça? Et bah, bien sûr, et c'est surtout que moi j'ai appelé ma belle-mère pour lui dire. Elle était trop contente et que d'ailleurs le premier reel que je postais pour montrer, le mur qu'on a créé, c'était avec son voice note qu'elle me souhaitait, bonne chance et genre, «Vas-y ma fille, surtout, va faire de l'oseille!» Parce que j'ai kiffé donc je fais: «Ah tu sais quoi? Je vais enregistrer son voice note». Désolée, je suis émue. J'ai enregistré, j'ai mis. Tu vas me faire pleurer là, cette fois-ci là. Ah, elle était fière de toi. Ouais. Non, franchement, tout le monde était fier et moi j'étais fière de même, comment, mon frère, comment il a travaillé. C'était ma Mmh. chance aussi de voir à quel point mon frère est efficace, même si tu le sais, Oui, tu oui. vois? Tu le sais, enfin comme ça, mais de Et voir comment il vraiment le t'aime voir. surtout pour, Ouais. se mettre comme ça dans ce projet à fond avec toi, investir avec toi et tout faire, pour que ça Mmh. tu vois? Et c'était dur aussi à un moment donné d'accepter ça aussi, que quelqu'un investit autant. Oh Chloé, rien. J'ai dit que j'allais jamais pleurer dans ce podcast là. Try not Bon non, to. mais là tu touches, non parce que moi je suis, attends, et les histoires comme ça de famille là, moi je suis très empathique, hein. Faut sortir les mouchoirs. Tu en as pas? J'en Tu ai en as pas, même pas non, vu pour j'ai moi? pas prévu qu'on allait pleurer dans ce podcast. Attends, la dernière fois, il y a quelqu'un qui avait même failli me faire pleurer, là tu m'as fait basculer de l'autre côté là. Sorry, Non, mais de te dire oui que, mais il ouais, allait, t'aider en fait, ouais, finalement. ouais, et que en fait, j'ai énormément de gens derrière moi qui croient en moi et maintenant c'est moi. Il faut que tu crois en toi et ça, c'est maintenant l'année dernière, 2025, c'était une année de réconciliation avec moi. Genre, faut que tu sois bien ici pour pouvoir être bien ici. Faut que tu sois, tous les autres trucs, tu sais faire.
Tu es à l'aise là. Il faut que tu t'adresses ce qui se passe là pour que tu avances et pour que tu excelles ici. Et ça, c'était, je pense que j'ai pu vraiment. C'était inconfortable, hein, et c'est pas non plus, tout n'est pas parfait. Il y a encore du chemin, il y a encore du travail à faire, mais je suis beaucoup mieux, et parfois là, on va célébrer un an. Je voulais vraiment faire quelque chose où je rends un peu à notre communauté ou notre société. Donc j'ai offert un cours gratuit, ce jeudi-là, mais aussi on va commencer à faire quelques groupes classes à un prix, qui est un peu plus abordable, mais aussi dans l'aspect un peu plus communautaire, dans le sens où voilà, Tu veux on que ce soit s'entraîne que le ensemble, sport ce soit plus accessible parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre, un coach, ça a quand oui, même un certain prix. donc j'espère, Tu veux ouais, essayer de faire en sorte que ce soit plus accessible pour les gens qui pourraient peut-être pas se le permettre. c'est ça. Et aussi juste, pouvoir partager, des entraînements ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça aussi. On n'a pas pu vraiment le mettre en place. Le 1er année, c'était un peu compliqué, mais on espère que là, à fur et à mesure, on le fera. C'est un de nos goals. Et aussi là, à notre event, on fait un je sais plus, un récolte, je cherchais le mot. On fait un récolte pour une association qui aide, les mineurs qui sont, face aux problèmes d'immigration. En fait, ça donne accès aux avocats de les représenter, devant les tribunaux, d'immigration, à New York et Long Island. Donc tout l'argent qu'on récolte, samedi, va à cette association. Et on fait aussi une auction, donc l'argent qu'on récolte, j'ai rassemblé plusieurs marques, dans le quartier d'Umbo qui sont, women owned. On a Dieu Skincare, on a, une service qui font des sourcils, sous-cils, sourcils et cils. Facile. Waouh! Et aussi, un magasin de revente, de produits de luxe. Donc là, vous allez faire une enchère pour récolter de l'argent pour Voilà, on fait des enchères cette pour action. ça. J'ai extrêmement mal expliqué ça, Non, mais bon, c'est tu as bien. compris, tu l'as bien rassemblé, merci. Tu as dit une auction. Moi, je corrige pas Chloé. Moi, je suis contente que tu Chloé, m'as pas corrigée oui, depuis le début, tu as parce que je vu? sais que j'en ai fait des fautes, Non, hein. parce que tu m'as dit de te corriger. Là, tout à l'heure, Ouais. tu m'as dit: Ou «Oui, dis-moi, dis-moi». ouais, est-ce que Oui, mais ça moi, sonne j'aime pas pas bien? parce que tu sais ce que je pense de ça. Tu en Ouais, as je marre sais, quand toi je te ouais. le dis. Non, mais je sais que Je te toi, l'ai t'aimes pas bien. dit. Moi, je déteste. Je Tu as vu? déteste! Tu as vu que je te l'ai pas dit depuis le début, parce que je sais que ça te met mal à l'aise quand je le dis, parce J'aime qu'à pas chaque mon fois que je croise accent. Chloé devant l'Écosse, je la croise 1 minute et je fais: «J'adore Chloé, ton accent». Elle fait: «Tu m'énerves, Tu m'énerves! tu m'énerves». Quand j'étais Et en là, France, depuis tout à l'heure, là, depuis quand tu m'as fait tout à l'heure: «On récolte», oh my God, là, j'ai vibré. J'ai vibré quand tu m'as putain, dit: «On tu sais récolte». que quand j'étais J'adore ton accent parce que c'est pas l'accent américain, c'est pas ouais, ouais, l'américain, ouais, ouais. c'est slight, tu vois? C'est très léger. Et on l'entend à peine comme ça c'est mélodieux. Je trouve que ton accent, il est trop sexy, Chloé, je te l'ai déjà dit. C'est horrible, Ouais, c'est horrible. Je déteste, trop mais sexy, j'adore. Dites-moi ce je que vous en pensez. Il déteste. est pas trop mignon, son accent? Mais c'est marrant parce que souvent on me disait: «Mais j'arrive pas à savoir, tu es suisse? Belge?» I'm Mais c'est like: aucun rapport avec un «Non, si accent tu suisse ou savais». Je belge. comprends, hein, parce que la plupart, des Américains, ils ont un accent, hardcore. C'est bizarre parce qu'elle parle français, mais elle fait pas vraiment de fautes, Mmh. mais elle a pas trop d'accent, donc ils arrivent pas trop à savoir, donc Non, parce que ils se comme je te disais, disent en fait, il y a pas beaucoup de gens, je pense, de ta génération qui sont aussi français qu'américains. Enfin, je veux dire, je sais pas, enfin, ouais. je parle même pas d'identité, je parle juste de langage. Mmh. Qui parlent aussi bien français qu'américain, qui passent de l'un à l'autre sans enfin, je trouve que tu les 2 quoi. En plus qui Ouais. ont vécu aussi bien Oui, oui. en Amérique qu'ici à Oui, je pense que c'est qu'en surtout ça. France. C'est surtout ça, en fait, et ma santé mentale est, prise en compte aussi parce que, si moi, demain, je perds les boules, ça arrête, au revoir, hein. C'est fini, hein. Heu, Mais justement ta santé, mentale, donc j'imagine,
déjà d'être sortie de cette salle un peu toxique, d'avoir lancé ta salle, d'être maintenant ta propre patronne, même si maintenant, j'imagine, tu as plus de responsabilités et un autre type de stress aussi. Comment tu as fait, ou comment tu fais, parce que c'est toujours en cours, tu dis, pour te sentir mieux mentalement? Est-ce que, par exemple, tu as pensé peut-être à te faire accompagner, à parler? Oui. Je me suis j'ai consulté d'abord avec un psychologue, parce que je me retrouvais encore dans une crise un peu d'anxiété. J'ai mis du temps à me faire consulter avec un psychiatre. Et donc pareil, j'ai consulté avec un psychiatre en janvier. Et ça a pris quelques semaines. On a fait plusieurs tests. On a fait aussi des tests avec... mon mari, il a répondu à des choses aussi sur moi. C'était une vraie évaluation globale psychique. Je sais pas le mot. Psy quelque chose. Psychiatre. Ok. C'est ça, peut-être, je sais pas. En gros, c'était un truc vraiment global. Moi, j'ai aussi des maladies mentaux dans ma famille. Ok. Héréditaires. Donc je voulais me faire vraiment évaluer totalement. Bien sûr, j'ai soupçonné plusieurs choses et au final, la diagnostic, elle était de TDAH, ce qui est une condition que tu es né avec, qui est très héréditaire aussi. Exactement. Qui est un désordre un désordre ou un trouble de règlement. l'attention avec ou sans hyperactivité qui est à 70 à 80% héréditaire. Souvent, ce qui se passe, c'est que surtout quand c'est des diagnostics qui sont très tard dans ta vie, tu as vécu une vie où tu te sens un peu pas comprise, en fait. Et moi, j'ai masqué, j'ai caché beaucoup. Je cachais vachement, surtout dans les endroits où je comprenais pas, où j'avais vraiment des difficultés. Je voulais absolument pas qu'on sache que je galérais, qu'on m'a expliqué 5 fois, je comprends toujours pas. Et toute ma vie je trouvais des mécanismes de fonctionner, de cope, si tu veux, en anglais. Mais le problème aussi, c'est que les femmes n'ont pas vraiment été considérées dans ces études avant les débuts des années 2000. C'est ce qu'on disait une fois dans l'épisode avec Jessica, on disait qu'en fait, les femmes, elles sont souvent diagnostiquées autour de la quarantaine parce qu'elles passent souvent inaperçues quand elles sont petites. Parce que quand c'est des petits garçons, on va dire, qui, comme je disais la dernière fois dans l'épisode, ils vont faire un peu le bazar dans la classe, alors que les petites filles, elles ont quand même cette envie en général, je fais des généralités, de bien faire. Donc, elles passent souvent un peu inaperçues et que la quarantaine, le diagnostic. Mais comme tu disais, je pense aussi que d'avoir ce diagnostic-là, c'est un peu, ça te heal un peu parce que juste de le savoir, ça te permet de déculpabiliser. Oui. De parce te que dire, tu culpabilises pas. Mais pourquoi moi je suis pas comme cette personne-là? Mais en fait, j'arrive pas à cause de ça. C'est pas de ma faute, tu vois. Oui. Et est-ce que tu as pensé à te médicamenter ou pas? J'ai pensé, je dois aller voir un autre psychiatre pour avoir une prescription, si je voulais. Je suis pas contre. Je suis pas là encore. J'ai été donné aussi des stratégies que je vais aussi essayer, mais je sais que il y aura peut-être un moment où je vais peut-être essayer pour voir si ça m'aide. J'ai pas peur que ça m'enlève ma créativité. Au moins que je puisse envoyer un mail sous 24 heures, non pas 2 semaines. Peut-être ça m'aidera. Une adulte femme de mon âge qui a commencé à les prendre. Alors, je sais pas s'il faut prendre les médicaments ou pas. Je suis pas là en train d'engrainer les gens à prendre les médicaments. Oui, mais voilà, bon, demandez avis à votre médecin, mais qui m'a dit ça m'a changé la vie. Et elle m'a dit mais c'est comme ça que les gens y pensent. Ça, c'était il y a 3 semaines. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit c'est comme ça que les gens y pensent. Il y a pas 16 000 conversations plus une chanson de Madonna qui joue derrière. Exactement ça. Elle m'a dit mais c'est comme ça. Elle a dit mais comment je suis productive. Elle me dit mais le cerveau des gens fonctionne comme ça. Bah ouais, mais ça fait envie, franchement, quand j'entends beaucoup de témoignages. Moi, j'ai vécu dans ma famille proche un diagnostic d'une maladie mentale très tard, qui a affecté ma famille énormément.
Et je pense que si ça a été diagnostiqué plus tôt, même pour cette personne, ça aurait été beaucoup plus facile. Vu que je sais que les filles comme moi passent souvent sous le radar, moi je vais être sûre que mes filles, s'il y a quelque chose, qu'elles, ça soit pas comme ça et que ça soit qu'elles ont le soutien qu'elles ont besoin que peut-être moi j'ai pas eu. Voilà, parce que ça affecte vachement ton estime de soi et comment tu vas naviguer le monde. Ça peut être, il y a des choses qui sont un peu un superpower si tu veux, mais ça affecte vachement ton estime de soi. Tu vis le monde extrêmement intensément, c'est ce que ma psychiatre m'a dit. Ce qui peut être génial, tu es extrêmement sensible émotionnellement, mais tu prends les sentiments des autres sur toi vachement. Tu l'absorbes. Écoute, merci beaucoup Chloé d'être venue aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie, je reviens quand tu veux pour manger des petits gâteaux de l'Aïd et du thé. On avait prévu cet épisode depuis longtemps. Je sais pas combien de fois on l'a repoussé. Franchement, c'est pour ça. Moi, j'ai une semaine tellement de fou, mais je me suis dit, vas-y, il faut absolument que j'aille le faire, sinon je vais jamais le faire. La dernière fois quand on s'est parlé, je t'ai dit, Chloé, surtout, tu ne m'annules pas au dernier moment. I was like, okay, I won't. Promise. Promis. Non, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venue nous raconter ton histoire. Merci pour ta confiance. Et merci. Je vous mets tous les réseaux de Chloé. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner, laisser un petit commentaire. Et à bientôt. À bientôt. Merci.